remercier la commission qui a organisé le congrès pour m'avoir invité à vous parler de cette pression d'ouverture des voies aériennes. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Le principe d'ouverture et de fermeture des voies aériennes, c'est quelque chose qui est exploré depuis très longtemps en physiologie respiratoire. Le premier papier à gauche, c'est le papier de Dollfus en 1967, où Dollfus lui-même, ainsi que 4 collègues, avaient inhalé du xénon radioactif et avaient mesuré avec une scintigraphie l'expiration du xénon. Ils avaient déjà vu que le xénon allait d'abord dans les lobes apicaux, et puis quand ils expiraient, vous pouvez voir sur... C'est pas ça, c'est ici. Quand ils expiraient, il y a une phase de plateau, et puis plus ils se rapprochaient au niveau de l'axe X du volume résiduel, au bout d'un moment, vers 15-20% de la capacité vitale, la concentration de xénon expiré augmentait, témoignant de la fermeture des zones basales des poumons. Et donc, le xénon qui persistait dans les apex pulmonaires était expiré. C'est pour ça qu'on retrouvait plus de xénon. En 1978, Reimers a découvert ou décrit de manière très précise le syndrome des apnées obstructives du sommeil, et donc a démontré qu'il y avait une fermeture des voies aériennes au niveau de l'oropharynx chez ces patients. Le problème, c'est que ces deux concepts ne sont pas applicables dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë, pour la simple et bonne raison que dans l'étude de Dollfus, c'était des volontaires sains, qu'ils étaient assis et non allongés, et que ce phénomène de fermeture des voies aériennes survenait quand on se rapprochait du volume résiduel. Nous, nos patients sont intubés avec une pression expiratoire positive, donc on est bien loin de ce volume résiduel, on n'atteint jamais le volume résiduel. Et dans le papier de Reimers, ils avaient intubé les patients, et après intubation, quand on mettait une sonde endotrachéale, le phénomène d'apnée obstructive du sommeil disparaissait. Donc ces deux concepts de fermeture ne sont pas applicables dans le SDRA. Pour vous expliquer ce qui se passe dans le SDRA, je vais revenir à des notions de physiologie très très simples, mais juste pour qu'on soit tous d'accord sur la manière de s'exprimer. La compliance, c'est un des éléments importants qui va permettre d'expliquer ce concept de fermeture des voies aériennes. C'est une définition mécanique, un terme utilisant mécanique, c'est une dilatation volumique en fonction d'une variation de pression. Donc la compliance, c'est un delta de volume divisé par un delta de pression. Donc on peut calculer plein de compliances différentes en fonction du delta de volume qu'on choisit, en fonction du delta de pression qu'on choisit. Et l'équation du mouvement du système respiratoire qui avait été édictée en 1929 nous dit que la pression qu'on mesure dans les voies aériennes, elle dépend de 3 choses. Une composante qui est la composante de départ, la P0, une composante de pression résistive et une composante de pression élastique. La pression résistive, elle dépend du débit et de résistance des voies aériennes ou du système respiratoire, et la pression élastique dépend du volume et de la compliance. Donc, pour plus de simplicité, si on veut calculer une compliance statique, on va s'affranchir de la pression résistive et donc du débit. On peut s'affranchir de la pression résistive et donc du débit en utilisant des courbes pression-volume statique, comme utilisant 84 par Matamis, avec des grandes seringues de 2 litres qu'on remplissait d'air et d'oxygène, et pour lesquelles on allait d'abord insuffler 100 millilitres, faire une pause de 3 secondes, mesurer la pression, on mettait une petite croix, on augmentait de 100 millilitres, et ainsi de suite, jusqu'à arriver dans cet exemple, 1,5 litre. Et donc on mesurait la pression. Après une pause de quelques secondes, le débit était nul, donc la pression résistive était nulle, et donc la pression qu'on mesure, ou la compliance qu'on mesure, c'est une compliance statique. L'équipe de Joël Jacobi après a comparé, elle s'est dit, oui, mais le problème c'est que c'est une technique assez fastidieuse, est-ce qu'on ne peut pas essayer de diminuer le débit de manière tellement importante que on n'aurait presque pas de pression résistive. Donc ils ont baissé le débit très fort, jusqu'à 3 litres minute et 9 litres minute. Donc le débit était quasi nul. Ils ont mesuré donc des pressions résistives, des pressions avec une composante résistive qui était négligeable, et ils se sont aperçus que ces courbes pression-volume, pas statiques mais quasi statiques, étaient quasi identiques aux courbes pression-volume statiques. Et donc, on a cette courbe qu'on voit dans tous les livres, qu'on a appris pendant plusieurs années. Donc, cette courbe sigmoïde de relation entre la pression élastique en axe X et le volume en axe Y, dans le SDRA, avec une première partie où la pente est très faible, donc la compliance est basse, c'est-à-dire que pour un petit delta de volume, il y a besoin d'un grand delta de pression.
Puis après, on va avoir une pente qui va être un peu plus raide. La compliance va être plus importante. On parle de compliance linéaire ou thoracopulmonaire ou du système respiratoire. Et puis, à partir d'un certain moment, la pente va s'abaisser, la compliance va diminuer à nouveau. Et vous pouvez noter que sur ces 3 segments de droite, il y a en fait 2 points d'inflexion. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le point d'inflexion bas, ou le lower inflection point, le LIP, comme vous pouvez trouver dans les livres. Et l'hypothèse de ce LIP, c'est que ça correspond à la pression d'ouverture du poumon, et qu'en dessous de ce lower inflection point, ce point d'inflexion bas, le poumon est collabé. Il est collabé parce que la pression pleurale est plus importante que la pression alvéolaire. Et cette fermeture des voies aériennes, ou du poumon, a lieu au niveau des zones dépendantes du poumon. Sauf qu'il y a des petits soucis avec ce concept. On dit que le poumon est collabé en dessous du point d'inflexion bas, sauf qu'une étude de Vieira, une étude de scanner, où ils regardaient les courbes pression-volume des patients, et je vous ai montré là, les données chez les patients qui ont un point d'inflexion bas sur leur courbe pression-volume. Ils déconnectaient les patients du respirateur et faisaient un scanner, et vous voyez qu'il y a un volume pulmonaire qui est aéré, donc il y a de l'air dans les alvéoles, malgré le fait que la pression des voies aériennes, au moment où le scanner est fait, est inférieure au point d'inflexion bas. Deuxième point qui pose souci, c'est que le point d'inflexion bas est causé par un excès de pression pleurale. Sauf que dans une vieille étude de 57 sur des modèles animaux ex vivo, donc des poumons explantés, vous voyez que sur la courbe pression-volume qui est dessinée ici, au niveau de la flèche rouge, il y a un point d'inflexion bas. Il n'y a pas de pression pleurale puisqu'il n'y a pas de cage thoracique. Et donc c'est ce jeune homme, Lu Chen, qui, dans l'équipe de professeur Brochard à Toronto, s'est posé beaucoup de questions sur ces courbes pression-volume et a, non pas découvert, mais a juste réinterprété la courbe pression-volume quasi statique. Il était embêté avec, ou en tout cas il s'est posé des questions avec cette courbe, donc la pression élastique en axe X, le volume en axe Y, et il s'est demandé quelle était la compliance à ce niveau de pression. Je vous ai dit on peut calculer différentes compliances, donc il a calculé la compliance entre 0 et le point d'inflexion bas. Il a mesuré le volume de 38 ml, 16 cm d'eau, pour arriver à ce niveau de pression. Et la compliance était de 2,4 ml par centimètre d'eau. Et comme c'est un garçon qui est très très rigoureux, il se souvenait qu'il avait lui-même testé le respirateur. On teste le respirateur avec le circuit. Et que la compliance qui était affichée sur le respirateur, la compliance du circuit était exactement de 2,4 ml par centimètre d'eau. Comme il est vraiment très rigoureux, il a fait une courbe pression-volume bas débit sur un circuit bouché. Et il a superposé les deux courbes. Donc vous voyez en bleu la courbe pression-volume bas débit du patient, en rouge la courbe pression-volume du circuit. Et vous voyez que sur la partie initiale, les deux courbes se superposent jusqu'au point d'inflexion. Et selon lui, ça veut dire qu'en dessous de ce point d'inflexion, les gaz sont complètement comprimés dans le circuit. Une autre manière de voir les choses avec exactement la même courbe, mais un petit dessin. Donc vous avez le patient intubé avec la sonde d'intubation et du gaz sans pression au niveau des voies aériennes. Quand l'insufflation commence, vous avez la pression qui va monter progressivement jusqu'à un certain niveau de pression, mais les deux courbes, bleu et rouge, bleu du patient et rouge du circuit, sont complètement superposées. Donc, c'est-à-dire que juste les gaz sont comprimés dans le circuit. Et à partir d'un certain moment, pop, les poumons s'ouvrent et les poumons sont ventilés. Et c'est pour ça qu'il a appelé, avec son équipe, ce point, la pression d'ouverture des voies aériennes, ou airway opening pressure, avec l'idée que les voies aériennes sont fermées. Une manière de visualiser les choses, c'est en utilisant la variation d'impédance avec la tomographie par impédance-métrie électrique. Donc ça permet de regarder les variations relatives d'impédance ou de volume de gaz à l'intérieur des alvéoles, à l'intérieur du poumon, par rapport au volume de fin d'expiration. Donc vous voyez chez ce patient, donc c'est un papier, un case report publié d'une équipe chinoise, vous avez une courbe pression en axe X et volume en axe Y, avec exactement le même pattern, c'est-à-dire une courbe avec un point d'inflexion bas. Quand on regarde le volume, l'impédance pulmonaire au tout début de l'inspiration, l'image est complètement noire, c'est normal puisqu'on est au volume de fin d'expiration. Quand on va monter la pression progressivement au niveau T2, on arrive à 9 cm d'eau. Il n'y a toujours pas de gaz dans les alvéoles par rapport
à l'image basale. Et puis après, on va avoir le poumon, quand la pente va devenir plus raide, le poumon ou de l'air qui va arriver au niveau des alvéoles. Alors comment est-ce qu'on peut tout réconcilier? C'est-à-dire que si on prend les choses, on a des gaz qui sont comprimés dans le circuit. Ça, c'est ce que nous disent les courbes pression-volume avec le calcul des compliances au niveau du point d'inflexion bas. Et on sait que sur les vieilles études sur le scanner, les alvéoles restent malgré tout aérées. Donc ça suggère qu'il y a une fermeture des voies aériennes. Cette fermeture des voies aériennes, c'est une idée qui est assez ancienne. Hughes, en 70, qui avait utilisé des poumons de chiens qu'ils avaient sortis. Ils avaient regardé, ils avaient fait des coupes serrées en fin d'expiration, donc avec une pression transpulmonaire négative. Et donc là, vous avez une coupe serrée, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, on va du île vers la plèvre. Vous avez en noir, ici, une artère. Et dans ce petit amas blanc, au début, il n'y a rien. Et puis, plus on se rapproche de la plèvre, on va voir un trou qui va apparaître, et c'est une bronche. Donc, ça veut dire qu'il faut imaginer la bronche qui, proche du île, était fermée et qui va s'ouvrir vers les acinis alvéolaires. Et ça a été récemment remis en évidence par Broch et l'équipe de Goran et d'Encierna en utilisant le synchrotron de Lyon. Donc, ils ont fait un modèle de SDRH chez le lapin. Ils ont ventilé avec beaucoup de PEP, ils ont passé les lapins dans le synchrotron, et puis ils ont regardé, donc là vous voyez, à PEP 12, vous voyez des jolies bronchioles terminales avec des acinis alvéolaires, et en baissant la PEP, à un certain moment, on se met à perdre complètement la bronchiole, pardon. Et en rebaissant la PEP, on a une disparition complète des bronchioles, alors qu'il reste de l'air dans les sacs alvéolaires. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une fermeture complète des voies aériennes. L'idée qu'il y a peut-être une fermeture complète des voies aériennes, c'est une hypothèse basée sur toujours la même courbe. Vous voyez que sur la partie de droite, on voit des petites oscillations, des petits changements, ça correspond aux oscillations cardiaques. Elles surviennent à un rythme très régulier. Or, dans la toute première partie de la courbe, il n'y a pas du tout d'oscillation cardiaque. Un peu comme si les variations de la pression intrathoracique n'étaient pas transmises au ventilateur. Et ça, c'est évocateur d'une fermeture complète des voies aériennes, que tout ce qui se passe dans le thorax n'est pas du tout mesuré par le ventilateur. Quelques données cliniques, on avait poolé deux cohortes, une cohorte française et une cohorte canadienne de 51 patients avec un SDRA. On avait retrouvé une fermeture des voies aériennes dans 41% des cas, et une fermeture des voies aériennes, donc ce point d'inflexion qui était plus fréquemment retrouvé chez les patients qui étaient en obésité morbide que les patients obèses, que les patients qui n'étaient pas obèses. Et la pression d'ouverture en elle-même dans les cohortes, alors il n'y a pas beaucoup de données, mais on atteint presque 100 patients, la pression d'ouverture en médiane est entre 9 et 10 cm d'eau, mais chez certains patients, ça peut aller jusqu'à 20 cm d'eau. Quelles sont les conséquences sur la mécanique respiratoire? C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte le calcul de cette airway opening pressure, de cette pression d'ouverture dans les calculs, en fin d'expiration, la pression qui est affichée sur le ventilateur, la pression expiratoire positive ou la pression expiratoire positive totale, ne correspond pas à la pression alvéolaire, puisqu'il n'y a plus cette communication entre le ventilateur et les alvéoles. Ce qui fait qu'on a tendance à surestimer la pression motrice, la driving pressure, et par conséquent qu'on va sous-estimer la compliance du système respiratoire, on va sous-estimer la pression transpulmonaire de fin d'expiration, elle est probablement moins négative qu'on l'imagine, et en revanche, on va sous-estimer la pression transpulmonaire de plateau calculée avec le rapport des élastances, et ça pourrait exposer à un risque de surdistension pulmonaire. Les conséquences possibles, si on ventile un patient avec une pression expiratoire positive en dessous du point d'inflexion bas ou de la fermeture des voies aériennes, de cette pression d'ouverture, c'est possiblement créer des lésions bronchiolaires d'ouverture et de fermeture répétées à chaque cycle respiratoire. Est-ce que c'est ça qui est identifié dans le modèle animal publié par l'équipe de Slutsky, où les rats ventilés avec une PEP 0 ou une PEP inférieure au point d'inflexion bas avaient plus de lésions des voies aériennes histologiques que les rats ventilés avec une PEP supérieure au point d'inflexion ou non ventilés? Est-ce que c'est ça qui explique les lésions histologiques bronchiolaires qui ont été rapportées par l'équipe de Jean-Jacques Rouby durant les autopsies? Possiblement. Sur le plan pratique, comment faire au lit du malade?
trouver cette fermeture des voies aériennes et mesurer cette pression d'ouverture. Les 4 points importants, c'est qu'il n'y ait pas d'effort respiratoire de la part du patient, de baisser la fréquence respiratoire jusqu'à 8 cycles par minute pour ne pas avoir d'auto-PEP, de baisser la PEP à 5 cm d'eau et d'attendre que le volume inspiré et expiré soit similaire. Et après, soit vous avez un bouton sur le ventilateur, vous faites courbe pression volume bas débit, soit sinon vous allez faire bêtement une courbe pression-temps en baissant le débit à moins de 10 litres par minute. 2 aspects possibles, la pression en haut en fonction du temps et le débit en bas en fonction du temps, soit quand on fait une insufflation à bas débit, la pente de pression est linéaire, il n'y a pas de fermeture des voies aériennes, soit en revanche il y a un point d'inflexion sur la courbe de pression. Ce niveau de pression correspond à la pression d'ouverture des voies aériennes. En conclusion, la pression d'ouverture dans le SDRA, ça correspond à une pression d'ouverture des voies aériennes plus que des alvéoles. C'est un phénomène qui est fréquent, environ 40% des cas, et qui est facile à détecter au lit du malade, donc il ne faut pas s'en priver, parce qu'il y a des bénéfices théoriques à considérer cette pression d'ouverture. En revanche, les bénéfices cliniques restent encore à démontrer. Je vous remercie.